Alors, avec nous ce soir, Randy Boissonneau, qui est ministre fédéral de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles. C'est un plaisir de vous accueillir, M. Boissonneau, sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Alors, parlons des prêts COVID, parce que ça touche quand même la main-d'œuvre, ça touche directement l'emploi. Là, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient faire faillite au cours des prochains mois. Pourquoi ne pas avoir prolongé la date butoir de remboursement? Ce qu'on a fait comme gouvernement pendant la pandémie, comme vous savez très bien, M. Filion, c'est qu'on a investi 511 milliards de dollars dans notre économie canadienne, donc presque 50 milliards de dollars dans les entreprises par l'entremise de ces prêts et autres mesures. Ce qui est important de noter, c'est qu'il fallait à un moment donné que ces programmes de pandémie finissent et on est arrivé là aujourd'hui. Et déjà, on a prolongé 2 fois la date d'échéancier d'aujourd'hui et aussi on a fait des termes raisonnables pour les taux d'intérêt pour accompagner les entreprises. Moi, avant la politique, j'étais entrepreneur. Ouais. Je sais c'est quoi payer les salaires chaque mois et le stress qui vient comme être restaurateur ou hôtelier. Moi, j'étais constant en gestion et j'étais ministre du tourisme. Et donc, j'étais là à accompagner toutes ces belles entreprises à la fin de la COVID. Et pour moi, c'est une question que vraiment, il faut que ces organismes, ces entreprises payent s'ils peuvent payer aujourd'hui, là, ils vont être capables d'avoir leurs 20 000 $. Exactement, mais au-delà de 200 000 entreprises disent « je ne pourrai pas rembourser. J'ai beaucoup d'incertitudes, j'y arriverai pas ». Vous êtes prêt à vivre avec une série... Est-ce qu'on va avoir une série de faillites d'entreprises au Canada? J'espère que non. Et ça, c'est pourquoi moi, la ministre des Finances et notre gouvernement vont suivre de très près qu'est-ce qui se passe là, cette année. On voit une légère décélération de l'économie et donc on va suivre ce dossier de très près. En ce qui concerne le programme de la pandémie, ce prêt, il fallait que ça termine et aujourd'hui, c'est la date butoir. Mais est-ce que le gouvernement Trudeau est prêt à encore aider des entreprises à faire face à un ralentissement de l'économie encore plus prononcé si nous avons des dizaines de milliers d'entreprises qui ferment au cours des prochaines semaines parce que vous n'avez pas voulu prolonger la date butoir? La réponse est oui, et je pense que le premier ministre a aussi indiqué qu'on va suivre ce dossier de très près. Ma collègue Rishi Valdez, qui est la ministre responsable des petites et moyennes entreprises, et aussi ministre Soraya Martinez, ici au Québec, qui est responsable de CEDEC, de CEDQ, est très important dans ce dossier. Donc, on va suivre ce dossier de très près. Moi, je suis très près les entreprises à Edmonton Centre et à travers le pays, donc il va falloir suivre ce dossier, mais je veux donner à toutes ces entreprises le courage et d'être en partenariat avec nous et les institutions financières pour faire ce cheminement d'ici les ans prochaines. Vous êtes ministre de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est une bonne stratégie de continuer à augmenter les seuils d'immigration, accueillir encore davantage d'immigrants avec toutes les pressions démographiques pour combler les manques de main-d'œuvre? La courte réponse est oui. Surtout si on parle des résidents permanents, parce que, M. Filion, on a aujourd'hui une somme de 630 000 postes vacants au Canada. Oui. 100 % de notre croissance de main-d'œuvre au Canada dépend des résidents permanents. Oui. Et d'ici 2032, 100 % de notre croissance comme pays va dépendre des résidents permanents. Ce qui arrive, c'est que, et ce qui est important ici au Québec, c'est qu'il y a un montant pour le Québec d'accueillir 150 000 résidents permanents par année dans les seuils nationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le Québec décide d'en accepter 60 000. Donc, il laisse 90 000 personnes à l'étranger au lieu de les amener ici. Les raisons pour lesquelles je le mentionne, c'est que chaque résident permanent qui vient ici peut combler un poste en santé, dans l'économie verte, dans les écoles, dans les garderies, dans la construction des foyers. Et si on n'invite pas ces gens-là, ça met pression sur le côté des résidents temporaires. Et donc, cet équilibre est très important à déterminer. Et ça fait en sorte qu'il y a une explosion de l'immigration temporaire aussi en même temps présentement au Canada, mais ça fait surtout en sorte qu'on a une crise du logement, une pression sur les prix, sur les loyers, l'inflation sur les loyers. Les gens ont de plus en plus de difficultés à accéder au logement. Est-ce que vous tenez compte de ça? Absolument. Et je pense que vous avez vu depuis notre dernière rencontre retraite du cabinet et dans toute la session dernière, notre message, c'est construire plus de foyers. L'entente qu'on a avec le Québec, 1,8 milliard de dollars pour construire des foyers, c'est un partenariat très important.
Mais pour construire ces maisons, il faut la main-d'œuvre. Et dès maintenant, on a une pénurie de main-d'œuvre de 85 000 postes de construction. Et donc, il ne faut pas seulement former les gens, mais aussi accueillir les gens qui savent comment construire les maisons. Il y a des économistes, l'économiste de la Banque nationale, qui affirme qu'on est dans un piège démographique. Je vais simplement présenter les chiffres de hausse de la population sur 12 mois. En 2021, il s'est ajouté 424 000 personnes dans la population du 1er octobre au 30 septembre. En 2022, 825 000 et 2023, 1 250 000. La Banque nationale dit que c'est un piège démographique. C'est un piège démographique. On est en train de nuire à notre propre économie parce que notre richesse par habitant est en train de baisser. Est-ce que cette stratégie doit s'arrêter? Comme je viens de dire, en ce qui concerne l'accueil des résidents permanents, absolument pas, parce que ce qui va arriver, c'est que les chiffres que vous avez partagés des employés qui vont, des entreprises qui peut-être faire faillite, on va avoir un autre effet pervers, c'est qu'on va avoir des hôtels ouverts seulement à 50 % capacité parce qu'ils n'ont pas assez d'employés, pas assez de personnel. On va avoir des restaurants qui vont être capables seulement d'être ouverts le soir ou pour le lunch parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder les deux robinets ouverts, mais avoir un peu plus de contrôle en ce qui concerne des résidents temporaires. Et on a entendu... Les étudiants étrangers. Et étudiants étrangers aussi. Et c'est important, ce volet-là. Ça, c'est très important. Et je pense qu'on a entendu M. Ministre Miller, mon collègue, là-dessus. Et c'est important qu'on ait un peu plus de contrôle sur cet élément de la population. Je veux présenter un graphique qui vient justement de la Banque nationale, qui nous montre le PIB par habitant aux États-Unis et au Canada. Regardez le graphique présentement à l'écran, le PIB par habitant, qui est quand même en croissance constante du côté américain, mais au Canada, on est en train de baisser. Et c'est dû à la croissance démographique. Est-ce que le ministre de l'Emploi que vous êtes en économie, là, puis vous êtes un entrepreneur, ça vous pose pas un peu, ça vous inquiète pas de voir le PIB par habitant baisser au Canada? Je pense que c'est un phénomène. Si on continue le graphique et si on continue à faire le travail de développer la main-d'œuvre ici au Canada, on peut voir que ce graphique va commencer à monter en flèche, l'inverse de ce qu'on voit sur le tableau maintenant. Ça, c'est pourquoi j'ai convoqué une rencontre avec tous les ministres de l'Emploi cette semaine à Winnipeg. Ma collègue, Mme Kateri Champagne-Jourdain, était là du Québec et on s'est entendu de réduire les barrières pour la mobilité de main-d'œuvre à travers le pays, de travailler en étroite collaboration pour reconnaître les titres de compétences, pas seulement des Canadiens pour voyager à travers le pays, mais aussi les gens de l'étranger. Et j'ai fait une annonce de 86 millions de dollars qui va bénéficier 600 personnes qui sont ici de longue date des autres pays, qui n'ont jamais eu leurs compétences reconnues. Et par l'entremise de ces argents, ces 6 600 personnes vont faire partie de notre main-d'œuvre. Et je pense qu'il faut noter aussi que le Québec laisse 170 millions de dollars sur la table à Ottawa pour former les gens en même temps qu'on a une pénurie de main-d'œuvre ici au Québec. Pourquoi le Québec laisse 170 millions? Une bonne question à poser au gouvernement du Québec. C'est 145 millions de dollars pour le développement de la main-d'œuvre. C'est 15 millions de dollars pour le développement des habilités de base et c'est 10 millions de dollars pour former des gens handicapés. OK. Donc, on va terminer là-dessus, mais le message que vous envoyez, c'est qu'il faut d'abord répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que les niveaux d'immigration continuent d'augmenter comme ils augmentent présentement. Absolument. Il faut former les gens qui sont ici. Il faut accueillir les résidents permanents ici au Canada. Sinon, on va avoir une économie en baisse. Et moi, je veux que notre économie est en pleine croissance. Merci, M. Boissonneau, d'avoir été avec nous. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.